Bonjour, c'est Dr. Marina Wal Sabra de l'Université libanaise. Dans ce chapitre, nous allons parler des transformateurs et ça, c'est la première partie de ce chapitre. Je vais commencer avec l'introduction et les fonctions de base du transformateur. Un transformateur est utilisé principalement dans trois domaines différents, l'électronique, l'électrotechnique et la mesure. L'électronique, on veut dire avec ça les transformateurs qui sont de petite taille. Nous parlons de l'alimentation à basse tension, nous parlons d'adaptation d'impédance. En électrotechnique, qui est notre domaine de travail, c'est la transformation des niveaux de tension pour distribution d'énergie. Et donc, ça veut dire pour transmettre l'énergie de la génération de l'usine vers les utilisateurs. Donc, dans tous les niveaux, il faut hausser et puis abaisser le niveau de la tension. Et bien sûr, l'alimentation à basse tension, par exemple les lampes halogènes. Nous avons aussi l'utilité des transformateurs dans les mesures. Nous parlons ici des transformateurs de courant qu'on appelle les TI et les transformateurs de potentiel qu'on appelle les TP. Et donc, ce sont des petits transformateurs que nous allons utiliser pour transformer le niveau de la tension à un niveau adapté, ou du courant, bien sûr, à un niveau adapté aux appareils de mesure. Nous allons commencer par décrire notre transformateur, le transformateur monophasé idéal. Et donc, avant de parler de la modélisation du transformateur, qui est le sujet de notre chapitre, nous allons décrire le transformateur parfait. Donc, par définition, le transformateur idéal est un transformateur sans fuite, sans réluctance, la réluctance est négligeable, sans perte, donc je cite les pertes d'hystérésis, les pertes de Foucault, même sans la saturation que nous avons parlé avant. Et bien sûr, il n'y a pas de perte. Donc, il n'y a pas du tout de perte, il n'y a pas de fuite, il n'y a même pas de réductance sur le circuit magnétique. Et ça va nous donner ce transformateur-là qui a les propriétés suivantes. Donc, revenant à la loi de Lenz, V égale N déphi sur dt et V2 pareil sur le circuit magnétique fermé qui est devant nous. Nous allons déduire V2 sur V1 égale N2 sur N1, qui est la propriété que vous connaissez déjà pour les transformateurs. Nous allons ici aussi retrouver la loi d'Hopkinson qui est sigma R phi égale Ni. Mais ici, on a un seul enroulement, donc R phi, et on a deux enroulements et un seul circuit magnétique. Donc, R phi et deux enroulements, N1 I1 et N2 I2. Puisque nous avons déjà dit que la réluctance est nulle, donc la somme des NI, la somme des forces magnétomotrices, est égale à zéro. Avec cette relation, nous pouvons déduire que I2 sur I1 égale 1 sur 1 ou bien N1 sur N2. Là aussi, c'est une relation que vous connaissez déjà, mais là, nous sommes en train de la retrouver à travers le circuit magnétique. Et donc, nous avons l'expression ici du courant. Ensuite, nous allons regarder la puissance complexe dans le primaire et dans le secondaire du transformateur. Donc, la puissance complexe est V complexe multiplié par I conjugué complexe. Je vais transformer avec les expressions que j'ai déjà développées tout à l'heure. V1 égale V2 sur M, I1 égale MI2. Avec la conjuguée complexe ici, M ne change pas, donc ça va être V2, I2 conjugué complexe, qui est rien que S2. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner que S1 égale S2, qui est effectivement la conservation de la puissance. Et la conservation de la puissance est uniquement vraie pour un transformateur qui est parfait. Pourquoi? Parce que si j'ai un transformateur qui n'est pas parfait, je vais avoir des pertes et les pertes vont être la différence entre ces deux puissances, la puissance au primaire et la puissance au secondaire. Par ailleurs, la relation des flux, donc si j'alimente I1 seul,
et I2 n'est pas alimenté, nous allons nous retrouver avec là aussi des lois que nous avons développées avant, dans les chapitres avant, la définition de L1 et de M pour l'enroulement 1 alimenté, L égale N phi sur I. Et là, nous allons définir psi comme N fois phi, N1 phi 1 égale L1 et 1, donc c'est la même définition. Et pour l'inductance mutuelle, N2 phi 2 sur I1, le courant qu'il a créé, et on appelle ça psi 2, N2 phi 2. Comme je n'ai pas de fit, phi 1 égale phi 2, donc je vais déduire ici que grand phi 2 égale M sur L1 grand phi 1, par ici. Et de même, lorsque I2 seul est alimenté, je vais avoir grand phi 1 égale M sur L2 grand phi 2, qui va me donner que N2 sur N1 égale L2 sur M égale M sur L1. Et c'est pour cela que nous pouvons retrouver des schémas de transformateurs où, au lieu d'avoir N2 sur N1 comme rapport de transformation, nous pouvons voir L2 sur M et dans d'autres schémas M sur L1. Les symboles et les conventions. La convention la plus classique à utiliser est celle qui est devant nous. Et les symboles sont les symboles de flux. Et donc, cette convention va nous expliquer que le transformateur est composé de deux enroulements avec un noyau de fer, avec les directions de flux indiquées et les directions des courants et de tension indiquées. Cette direction de courant et de tension qui est au primaire ici, c'est utilisé comme convention récepteur et donc celui-là, vu de ce côté-là, le transformateur est un récepteur, tandis que dans son côté secondaire, le transformateur avec le courant sortant de la pointe de la tension, c'est la convention générateur et donc vu de ce côté-là, notre transformateur est une génératrice. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que effectivement, le transformateur, lorsqu'il est dans un circuit, il est à la fin d'une partie d'un circuit et donc il est parti de la charge, il fait partie de la charge. De l'autre côté, il est la source de tout le circuit qui vient d'après. Et pour cela, ça veut dire la convention ici que nous sommes en train d'utiliser est très logique par rapport au circuit et elle va nous aider dans notre travail. Donc, c'est pour cela que c'est toujours cette convention que nous allons utiliser. Et là, c'est la représentation de V1 et V2 en fonction de temps. Nous allons voir que sont en phase avec, bien sûr, un changement d'amplitude qui est proportionnel au rapport des nombres de spires. L'impédance équivalente en régime sinusoïdal, le cas où les charges sont en parallèle. Donc, je vais dire avec ça l'équivalence entre une impédance qui est au secondaire du transformateur et une autre impédance qui va la remplacer et le transformateur et que je vais la mettre au primaire. Et donc, je vais remplacer tout le circuit qui est devant moi sur le côté gauche par le circuit qui est sur le côté droit. Et ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de retrouver la valeur de Z1 qui va remplacer tout le circuit. Tout le circuit, c'est Z2 avec le transformateur. Et donc, simplement avec les équations qui sont devant nous, Z1 égale cette tension-là, V1 divisé par I1, qui doit être équivalent à ça. Et donc, c'est le même courant et tension qui sont dans le circuit avec la vraie impédance secondaire qui est Z2. Donc, en utilisant les expressions déjà développées, V1 égale V2 sur M, I1 égale MI2, et donc, je développe V2 sur I2 divisé par M au carré. Or, V2 sur I2 qui sont ici dans le schéma à gauche et qui représentent Z2 parce que c'est la tension et le courant en borne de Z2. Et je vais retrouver l'expression Z1 égale Z2 divisé par M au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si je prends l'impédance Z2 et je veux la remplacer par une impédance qui va équivalente
équivalente, je rappelle, ça veut dire c'est une autre impédance, mais qui va consommer la même puissance, plus précisément la même tension et le même courant, et qui va la remplacer au primaire du transformateur. Pour cela, l'impédance qui va être ici, donc Z1, doit avoir la valeur Z2 divisé par le rapport de transformation au carré. Dans le cas d'une charge qui est en ligne et n'est pas la charge tout seul, donc elle est sur la ligne, ça veut dire une chute de tension sur la ligne, nous allons développer aussi l'équivalent au primaire. Donc, pour cela, je vais commencer par regarder le schéma. Là aussi, c'est un schéma qui a une impédance au secondaire que je vais remplacer par une autre impédance que je vais mettre au primaire du circuit. Donc, je vais développer ça avec les équations qui sont en train de régir le circuit électrique. V2, la relation entre V2 et la tension qui est ici, c'est MV1. Donc, V2 égale MV1 moins ZI2. Je reprends les mêmes équations, I2 égale I1 divisé par M. Je la remplace, c'est V2 égale MV1 moins Z sur MI1. I2 égale I1 sur M. Je prends M en commun, ça va me donner une expression qui est V1 moins Z sur M au carré I1. Si je regarde cette expression qui est à l'intérieur des parenthèses, c'est une expression d'une tension qui est V1 et d'une chute de tension sur un courant qui est I1, donc sur le primaire du transformateur, et l'impédance même est Z sur M2. Et donc, c'est équivalent au chemin électrique qui est devant nous en bas. C'est une impédance qui est Z sur M2 à la place d'une impédance qui est de valeur Z au secondaire. Et donc, pareil, comme le cas précédent, c'est si je veux transformer une impédance qui est au secondaire vers le primaire, je dois diviser par le rapport de transformation au carré, que ce soit en série ou que ce soit en parallèle, que ce soit une charge unique.